Tati, qui, toute la journée, ne tenait pas en place, et qui, dans ses allées et venues, semblait porter toute la maison sur ses robustes épaules, avait son heure de faiblesse. C'était après le repas de midi, qu'on appelait le dîner. Plus la saison s'avançait, plus le contraste était saisissant entre le dehors blanc de soleil et l'ombre fraîche de la cuisine. Notamment, dans un recoin profond, qui devait être un ancien placard dont on avait enlevé les portes, et qui formait niche, il y avait toujours 2 seaux d'eau tirés du puits, une pinte à côté, et jamais Jean n'avait eu, même près d'une source en sous-bois, une telle impression de limpidité, ni une telle envie de sentir l'eau froide couler dans sa gorge. On fermait la porte de la cour, à cause des mouches, et aussi pour empêcher les poules d'envahir la cuisine. Mais sous le battant, il restait un large vide, une bande d'or en fusion dans laquelle on voyait s'agiter les pattes des volailles. Sa dernière bouchée avalée, Couder essuyait son couteau au bois de la table, qui, à sa place, était tout entaillé. Puis, comme une bête se place d'elle-même dans les brancards, il déployait son long corps maigre en s'en allant à pas lourds vers quelque coin de la cour où on ne tardait pas à l'entendre remuer des caisses ou des barriques. Il bricolait, réparait les barrières, taillait des pieux pour les clôtures, fendait le bois pour la cheminée, ou encore il arrangeait des rames pour les petits pois, des tuteurs pour les tomates, l'œil vide, une goutte toujours au bout du nez, que ce fût l'hiver ou l'été. Alors, d'une pression du ventre contre la table non desservie, Tati faisait reculer sa chaise dont le fond de paille gémissait. Un soupir s'exhalait de sa vaste poitrine, et ses seins, à cette heure, semblaient reposer douillettement sur son estomac gonflé. Sa peau était luisante, son œil humide. Jean avait déjà pris l'habitude d'aller chercher le café sur le feu, et la cafetière bleue avait sa place juste dans un rayon de soleil qui tombait de la fenêtre. Tati contemplait son verre, car elle buvait toujours le café dans un verre. Les 2 morceaux de sucre fondaient. Elle les regardait avec attendrissement, aspirait un peu du brin liquide. On aurait pu croire que, jusqu'à des lieues à la ronde, la vie était suspendue. Les péniches, sur le canal, faisaient la sieste, tandis que les ânes ou les mulets se reposaient dans une tache d'ombre. On n'entendait aucun bruit, en dehors du roucoulement des pigeons que dominait parfois le chant d'un coq ou le marteau du vieux. Dire que, quand je suis arrivé dans cette maison, à 14 ans, c'était comme servante. Le regard de Tati caressait les murs, qui n'avaient pas changé, qu'on avait seulement, chaque année, repassé à la chaux. Le calendrier porte-journaux, dont le chromo représentait des moissonneurs, devait être celui de jadis. Des 2 côtés de l'ancien pétrin qui servait maintenant à ranger les objets les plus hétéroclites, 2 portraits, dans des cadres ovales, n'avaient pas changé davantage. Voilà Couder comme il était à cette époque. La même tête longue, coiffée de cheveux drus, en brosse, des moustaches pointues qui barraient le visage, le regard dur de quelqu'un qui a conscience de son importance. Il avait 35 ans alors. Il était propriétaire de la briqueterie, qu'il avait héritée de son père. Il est né dans cette maison. Les terres allaient jusqu'au village, et il y avait 10 vaches à l'étable. Elle tournait sa cuillère dans le verre et lapait encore une gorgée de café avec une gourmandise de chatte. Sa femme venait de mourir, et il restait seul avec 3 enfants. Quand je suis arrivé, on venait juste de l'enterrer, et la maison sentait encore le cierge et les chrysanthèmes. L'autre portrait, qui faisait pendant à celui de Couder, s'était fané plus vite,
comme s'il savait qu'il n'était plus que l'ombre d'une morte. Les traits étaient flous, effacés. Un sourire triste. Un haut chignon. Un camée. Celui-là que Tati portait le dimanche. Je ne sais pas comment ma mère avait appris qu'on cherchait quelqu'un pour s'occuper des enfants. Nous habitions loin d'ici, du côté de Bourges. Un voisin m'a amené dans sa carriole. Par crainte qu'on me trouve trop jeune, ma mère avait relevé mes cheveux et m'avait mis une robe longue. Parfois, dans sa voix, des éclats durs comme des cailloux. Le garçon avait 11 ans et était presque aussi grand que moi. Les deux filles s'appelaient Françoise et Amélie. Elles étaient bêtes et sales, surtout Françoise. Vous l'avez vue. C'est la mère de Félicie. Elle a épousé Tordeux, qui est tout juste bon à faire un gardien de briqueterie. Jean se détendait, lui aussi, toujours à califourchon sur une chaise, les coudes sur le dossier, un mince filet de fumée montant de sa cigarette. Et Tati soupirait. C'est toute l'histoire. Elle se comprenait. Pour elle, les murs, les objets s'animaient. Elle les revoyait à différentes époques. Quand, par exemple, alors qu'elle avait 14 ans, elle était la première levée de la maisonnée et qu'en plein hiver, elle allumait le feu dans la cuisine froide, avant d'aller casser la glace de l'abreuvoir. Couder était conseiller municipal. Il aurait pu se faire élire maire. Dans ce temps-là, c'était un homme sérieux, qui ne se retournait seulement pas sur les femmes. Je n'ai jamais su comment il a commencé à perdre de l'argent. Une association avec un entrepreneur qui a fait faillite, ce qui l'a obligé à vendre la briqueterie. Jean aurait voulu voir un portrait de Tati gamine. Avait-elle déjà cet air d'autorité et cette façon de regarder les gens comme pour se rendre compte du point jusqu'où on peut aller avec eux? Elle le regardait toujours ainsi, comme au premier matin, dans l'autocar. Elle était habituée à lui. Elle l'avait tenu dans ses bras, tout nu. Elle avait caressé sa peau blanche. À l'aube, il lui arrivait de monter au grenier et de le regarder un instant dormir, avant de le réveiller. N'empêche qu'elle l'épiait, qu'elle le tenait toujours comme au bout d'un fil. J'avais 17 ans quand le garçon, qui n'était pas beaucoup plus malin que ses sœurs, m'a fait un enfant. Je pourrais encore dire comment ça s'est passé. Il était couché avec une angine. Je lui avais monté du bouillon. « T'as de la fièvre ?» que je lui disais. Et lui, qui avait dû y penser pendant des heures pour se donner du courage, « Regarde, voilà pourquoi j'ai la fièvre. » Couder, furieux, a fini par nous marier. Les filles se sont mariées aussi, Françoise avec le gardien de la briqueterie, et l'autre, Amélie, avec un employé de Saint-Amand. Est-ce qu'il reste un peu de café? Elle regardait l'heure. Le balancier promenait son reflet de gauche à droite et de droite à gauche, sous la vitre de la caisse d'horloge. Elle s'accordait encore quelques minutes. Il faudra qu'un jour tu me racontes ce que t'as fait. Elle le regardait plus intensément. C'est à cause d'une femme que tu as tué? Bon, je ne te demande rien. Je comprends que ça t'ennuie. Allons, il était temps de se lever, de secouer le chaud engourdissement qui pénétrait les membres. Elle s'assurait qu'il ne restait pas une goutte de café dans la cafetière bleue, allait prendre la bouilloire sur le poêle, versait l'eau chaude dans le bassin à vaisselle, laissait tomber une poignée de cristaux. Tu ferais bien, après-midi, de biner les pommes de terre. Tout à l'heure, je suis sûr que le vieux va arriver. Voilà 2 ou 3 jours que ça le travaille, et si je ne le laisse pas faire... Ainsi connaissait-il maintenant l'histoire des Couder. Il la prenait par petits morceaux, qu'il recollait ensemble. Il n'y avait que le mari de Tati qu'il ne pouvait imaginer,
et on ne lui avait pas montré un seul portrait de lui. Peut-être n'y en avait-il pas dans la maison. Un homme mal portant, un triste, autant qu'il en pouvait juger. Il était mort d'une pneumonie. Déjà, de son vivant, le vieux Couder avait pris l'habitude de poursuivre sa bru dans l'ombre des communs. « Tu comprends ?» disait Tati une autre fois. « À son heure de détente, ce n'est pas Françoise qui me fait peur. Elle est trop bête. Déjà, quand elle était jeune, on se moquait d'elle parce qu'elle ne comprenait rien. Un garçon lui avait fait croire que les enfants se faisaient par le nez, et elle en pleurait comme une madeleine. Quant à Amélie, je suis capable de lui répondre. Le poison, c'est cette garce de Félicie, qui est toujours à tourner autour de son grand-père et à lui montrer son bébé. Celle-là, elle est d'une autre race. Et je serais curieuse de savoir qui l'a faite à Françoise. Pas son mari, en tout cas. Il n'y a qu'à la regarder. » Souvent, Jean l'apercevait de loin. Peut-être était-ce cet éloignement qui l'impressionnait. De la maison, à cause du talus du canal, on ne voyait que le toit de tuiles roses et la partie supérieure du mur blanc. Félicie avait l'habitude, à la tombée du jour, quand le soleil se couchait derrière elle, de se camper près de l'écluse, son bébé sur le bras. Elle était mince, elle ployait sous le poids comme la tige d'une fleur trop lourde. On aurait dit une gamine, si, dans le mouvement qu'elle faisait pour soutenir l'enfant, elle n'avait bombé le ventre, ce qui lui donnait un air de féminité. De très loin, on distinguait surtout la tache bleue de son tablier et l'auréole de ses cheveux roux. Jean, à pas nonchalants, suivait le chemin de halage et se rapprochait. Il savait qu'elle le regardait venir. Il savait que sous ses yeux verdâtres, il y avait de petits points dorés, et aussi que l'attention lui faisait plisser finement les ailes du nez. Pour l'apprivoiser, il exagérait sa nonchalance, s'arrêtait pour regarder le bouchon d'un pêcheur ou pour couper une fleur jaune du talus. L'éclusier à la jambe de bois tournait ses manivelles. Ses enfants étaient assis sur le seuil et une poupée sans bras gisait sur le gravier. Il approchait encore de quelques mètres et invariablement, Félicie tournait soudain le dos et se hâtait vers sa maison dont elle refermait la porte. Il était l'ennemi. Cela ne faisait aucun doute. Une fois, comme il se rapprochait encore, la porte se rouvrit, mais ce ne fut pas Félicie qui parut. Ce fut sa mère, Françoise, bête et hargneuse, qui se campa sur le seuil pour défendre sa nichée. « Ça va ?» demandait-il machinalement à l'éclusier. Et celui-ci lui lançait un regard méfiant, tournait le dos à son tour. Jean ne s'en affectait pas. Il y avait toujours, dans son regard, la même légèreté. Est-ce qu'il pensait? Est-ce qu'il avait encore besoin de penser? Il vivait des heures gratuites, des heures sur lesquelles il n'avait pas compté, et il avait la tête pleine de lumière, les narines ivres d'odeur, les membres gourds de quiétude. « Jean! Jean !» appelait la voix aiguë de Tati. Elle était là, devant chez elle, les poings aux hanches, courte sur pattes, courte de cou, la chair puissante. « T'es encore à rôder autour de Félicie, hein? Dépêche-toi de nettoyer les clapiers. Voilà 3 jours que je te le rappelle. Si c'est pour faire tout moi-même, ce n'est pas la peine de... » 2 fois, 3 fois par jour, ils se penchaient tous les deux sur la couveuse, qui était pour Tati une vraie boîte magique. Elle n'osait pas croire encore que 60 poussins allaient naître à la fois. « Relis ce qui est marqué. Je n'ai pas mes lunettes. Tu es sûr qu'il ne faut pas remettre d'eau? La nuit, j'ai toujours peur que la lampe s'éteigne et je ne sais pas ce qui me retient de venir voir. Demain,
il faudra que tu tournes la baratte. Samedi, je te rapporterai un rasoir et tout ce qui te manque. D'ici là, j'espère que je recevrai une lettre de René. » Elle reçut d'abord une visite. C'était le jeudi. L'heure de détente venait de finir et elle avait commencé sa vaisselle. « Tu couperas les mauvaises herbes le long de la maison, » avait-elle dit à Jean. Car, tout le long du mur blanc, des orties avaient poussé. Il était allé chercher une serfouette sous le hangar. Son chapeau, la chemise échancrée, une cigarette aux lèvres, il commençait à racler la terre quand il entendit des bruits au bout du chemin creux. À 100 mètres, dans l'ombre des noisetiers qui ne laissaient passer que les ronds de soleil, une famille s'avançait. Un homme vêtu de sombre, avec une barbiche et un canotier. Une femme assez forte que la marche devait faire suer. Un petit garçon en costume marin, qu'elle traînait par la main et qui avait déjà coupé une baguette dont il fouettait l'air. À la façon des paysans, Jean resta immobile, les regardant venir comme si c'eût été un spectacle intéressant. Il nota que la famille marquait un temps d'arrêt pour un bref conciliabule. La femme en profitait pour remonter sa ceinture à travers ses vêtements. Puis elle donnait une secousse à la main de son fils, qui s'était penché pour ramasser quelque chose. « Qu'est-ce que c'est, Jean ?» cria Tati, de la cuisine, en le voyant comme en arrêt. Il ne comprit pas, car la porte et la fenêtre étaient fermées. Il vit seulement ses lèvres remuer, et il entr'ouvrit, lui. « Je crois que c'est une visite. » Les sourcils froncés, arrangeant déjà ses cheveux sur sa tête, elle vint se pencher. « C'est Amélie et son mari. Je vais me mettre propre. Dis-leur que je descends tout de suite. » En un tournement, elle avait fait disparaître la vaisselle dans le placard, et on l'entendit monter l'escalier, puis marcher en tous sens à l'étage au-dessus. Les autres, qui avaient encore parcouru 50 mètres, marquaient un nouveau temps d'arrêt en voyant Jean devant la porte, sa serfouette à la main. Conciliabule une fois de plus. Le mari portait lorgnon, et il y avait un ruban violet au revers de son veston. Enfin, ils s'avancèrent, ayant pris une résolution. Ils passèrent devant le jeune homme comme si celui-ci n'eût pas existé, et Amélie entr'ouvrit la porte. « Tu es là, Tati » cria-t-elle dans le vide de la maison. « Si vous voulez entrer, Tati descendra dans un instant. » La femme recula comme pour éviter ce contact. Son mari tourna littéralement autour de Jean pour ne pas le frôler, et ordonna à son fils « Passe devant, assieds-toi sur une chaise, et essaie de te tenir tranquille. » Rien que parce qu'il feignait de l'ignorer, Jean entra, laissant sa serfouette dehors, et leur avança des chaises. « Asseyez-vous, je vous en prie. Il fait chaud dehors, n'est-ce pas? Je suppose que vous n'êtes pas venu à pied de Saint-Amand. » Le mari lâcha involontairement. « Nous avons pris le car. » Et sa femme le foudroya du regard parce qu'il avait adressé la parole à cet individu. Silence. Elle s'était assise. Le mari restait debout et s'épongeait, soulevant son canotier pour passer un mouchoir sur son crâne. « Reste tranquille, Hector. » Au-dessus de leur tête, les pas lourds de Tati qui mettait en hâte sa bonne robe et se donnait un coup de peigne. S'adressant à son mari et ignorant toujours Jean, Amélie dit, pour rompre le silence, « Je suis sûr que papa est à paître les vaches. Un beau jour, avec un soleil pareil, il attrapera un coup de sang. » Enfin, Tati s'engagea dans l'escalier, ouvrit la porte et s'avança vers sa belle-sœur. « Bonjour, Amélie. » 2 baisers
un sur chaque joue, secs et nets, comme des coups de bec. « Je ne pensais pas que tu viendrais aujourd'hui. Ton mari a congé ? Bonjour, Désiré. Assieds-toi donc. Bonjour, Hector. Tu ne dis pas bonjour à ta tante ? Bonjour, tante. Je voudrais aller pêcher dans le canal. Je te défends d'aller pêcher, s'écria sa mère. Je ne tiens pas à te voir tomber à l'eau. Reste ici. Jean était prêt à sortir sur un signe, sur un regard de Tati. Ce fut elle qui le retint. Prends la bouteille d'eau-de-vie, Jean. Pour Amélie, tu trouveras du cassis à l'entrée de la cave. Elle posa sur la table des verres cernés d'or, qu'elle alla chercher dans le buffet de la salle à manger. « Quelle bonne nouvelle !» questionna-t-elle alors, en s'asseyant avec un soupir d'aise. « Tu peux rester, Jean. Nous n'avons pas de secret. N'est-ce pas, Amélie ? Désiré est content de sa nouvelle place ? Il est toujours chez le droguiste de la rue Gambetta ? Toujours, répliqua-t-elle sèchement. Eh bien, tant mieux. À votre bonne santé. On peut donner un peu de cassis au petit ? Merci, je préfère qu'il ne boive pas. J'ai soif, maman. On va te donner un verre d'eau. Papa n'est pas ici ? Il doit être quelque part avec les bêtes. Comment se porte-t-il ? Comme toujours. Et la déclaration de guerre arriva soudain. Nous avons reçu hier une lettre de Françoise. Eh bien, ma pauvre, si c'est Françoise qui l'a écrite, tu n'as pas dû comprendre grand-chose, car elle n'a jamais su écrire de sa vie et elle ne lit que l'imprimé en grosses lettres. Félicie a écrit pour elle. Elle est à nouveau enceinte ? La malheureuse, avec tous ces bateaux qui passent et les mariniers qui ont envie de s'amuser. Jean restait debout, le dos au mur, les bras croisés, sans rallumer sa cigarette. En tout cas, ripostait Amélie, la gendarmerie n'a pas eu besoin de mettre les pieds chez elle. Pourquoi dis-tu ça? Tu as eu la visite des gendarmes? Je connais quelqu'un qui l'a eu. D'ailleurs, Françoise va venir. Je m'étonne qu'elle ne soit pas encore ici. Vous avez rendez-vous à quelle heure? Et Amélie, étourdiment, à 3 heures. Il était 3h moins 10. Désiré tendait, peut-être par contenance, la main vers son verre. Sa femme l'arrêta. « J'aimerais autant que tu ne boives pas. Tu sais que ça te fait mal. » Eh bien, mes enfants, nous allons entendre Françoise. Il y a bien longtemps que je ne l'ai vue dans la maison. Il est vrai qu'elle envoie sa fille quand je n'y suis pas, pour me mendier du jambon ou des œufs, samedi dernier encore. Félicie a droit de venir voir son grand-père. Elle pourrait me demander la permission d'emporter mon jambon. C'est aussi bien le jambon de papa que le tien. Tout ce qui est ici lui appartient, et par conséquent appartient à la famille. Voilà une première chose que je voulais te dire. Pourquoi? Tu es venu chercher quelque chose? Attends que Françoise soit ici, lui souffla son mari qui était mal à l'aise sur sa chaise. On vit passer Françoise. Elle hésita un bon moment avant de frapper à la porte. Elle s'était mise, elle aussi, en grande tenue. Elle avait de gros yeux peureux et ne savait quoi faire de ses mains. « Bonjour Amélie. Bonjour Désiré. Bonjour Hector. Je suis en retard? J'avais peur d'arriver avant vous, parce que, avec tout ce qui se passe ici... » Un profond soupir. « Assieds-toi, Françoise, » lui dit Amélie. « Ton mari va bien? Il y a plus d'un mois qu'il n'a pas eu de crise. Et la briqueterie? Ça va de mal en pis. Un jour ou l'autre, elle sera mise en vente, et je me demande si les nouveaux propriétaires nous garderont. Nous serons alors sur le pavé. C'est dur de penser qu'on a une maison et... » Du regard, elle faisait le tour des murs, puis poussait un nouveau soupir. « Nous disions justement à Tati
que tu nous avais écrit. » La pauvre Françoise en fut effrayée. Sans doute aurait-elle autant aimé n'être pas mise directement en cause. « Tu n'as pas vu papa ? Il n'ose même plus pousser jusque chez nous. On sent qu'il est terrorisé, cet homme. » Et Amélie, après un coup d'œil significatif vers le coin où Jean se tenait, « On comprend ça. » Désiré, après avoir avalé sa salive, risqua héroïquement. « Quand on doit vivre jour et nuit avec des gens qui sortent de prison. » Et Tati, avec une satisfaction intense, « Surtout qu'il devrait y être lui-même. Vous vous souvenez de la pauvre Juliette, une gamine de 14 ans, qui n'avait ni père ni mère. Elle avait encore l'âge de jouer à la poupée, et la pauvre petite n'osait rien dire, tant elle avait peur. Ce n'est pas à toi de juger les actes de papa. Tu sais bien que, depuis son accident, il n'est plus comme un autre. Surtout qu'avant l'accident, il valait mieux. Tais-toi, Tati, je défends une étrangère. Qu'est-ce que tu me défends? De dire la vérité? De dire que votre père est un vieux cochon, et que, pas plus tard que la semaine dernière encore, il s'est déboutonné devant une petite fille qui revenait de l'école? Françoise la connaît, tiens. Elle pourra lui demander si c'est vrai. C'est la fille à Cotel, du Moulin Neuf. N'empêche, glapit Amélie, que c'est à lui la maison. N'empêche que tu es ici chez lui, et que tu introduis des gens qui n'ont pas le droit de marcher la tête haute. Va chercher papa, Françoise. Toi, Hector, assieds-toi sur le seuil. Mais surtout ne va pas jouer du côté du canal, sinon tu recevras une raclée. T'as entendu? Va jouer. Je ne veux pas aller jouer, j'ai soif. Bois un verre d'eau. Je ne veux pas boire de l'eau. Désiré, veux-tu, oui ou non, faire sortir cet enfant? Une claque résonna. Françoise était sortie, lourde et bête, gonflée de colère et de peur. On verra bien s'il faut employer les grands moyens, déclara alors Amélie, qui était décidément le cerveau de la famille. J'aime mieux te dire tout de suite que je suis allé voir un homme de loi. Pour faire mettre Couder en prison? Cesse de plaisanter. Tu sais que tu tiens le mauvais bout. On te connaît, ma fille. On sait que t'as toujours crâné, que depuis que tu t'es introduite dans la maison, t'as voulu tout faire marcher à ta guise. Mon pauvre frère, Dieu ait son âme, en sait quelque chose. Verse-moi encore un petit verre, Jean. Pourquoi ne t'assieds-tu pas? Je t'avais prévenu que c'était une drôle de famille, hein? Tu n'as pas honte? De quoi? Quand on a un assassin chez soi, il est vrai que ton fils ne vaut guère mieux, si maman nous voyait. Notre pauvre maman, elle qui... Elle regardait le portrait effacé. Ses yeux s'humectaient. Encore heureux qu'elle est morte, car maintenant elle mourrait de chagrin et de honte. On entendit la voix de Françoise sur le chemin. Elle devait parler pour parler, peut-être pour se rassurer, puisque aussi bien le vieux qui la suivait, tête basse, comme si elle l'eût tenu au bout d'une longe, était incapable d'entendre. « Entrez, mon pauvre papa !» Ébloui par le soleil du dehors, il clignait des yeux en essayant de distinguer les visages dans la demi-obscurité de la cuisine. « Asseyez-vous. Tu as le billet, Désiré? Quant à toi, Tati, on va bien voir ce que papa en pense, de tes manigances. Où était-il, Françoise? En plein soleil, n'est-ce pas? C'est lui qui, à son âge, doit faire les gros travaux. On le traite comme un vieux cheval sans valeur, en attendant qu'il crève à l'ouvrage. Montre-lui le billet, Désiré. » Puisqu'on ne pouvait parler au vieux, on lui avait écrit. Désiré, en homme prudent, avait pris soin de tracer de grandes lettres imitant l'imprimé. La famille a décidé que vous viendriez vivre à la maison. Vous ne pouvez pas continuer à travailler comme une bête. On vous soignera bien et vous ne serez plus avec des assassins. Il regardait le papier d'un œil stupide, se demandant ce qu'on lui voulait.
Il n'était pas rassuré. Et, chose étrange, c'était à Tati qu'il se raccrochait. Vous ne savez même pas, tous tant que vous êtes, que le vieil idiot n'est plus capable de lire sans lunettes. Si je ne vous les donnais pas, vous seriez bien attrapé. Mais je veux qu'il lise votre papier. Pour vieux, si je n'étais pas là, il ne pourrait plus seulement boutonner sa braguette. Elle alla prendre dans un tiroir des lunettes cerclées de fer, et les mit sur le nez de Couder. Celui-ci hésitait encore à lire, comme s'il eût flairé un piège. Il s'y reprit à plusieurs fois. Peut-être les vers n'étaient-ils plus assez forts? Tiens, vieux cochon, tu as bien le droit à un petit verre aussi. Elle les bravait du regard. Si vous croyez que je ne vois pas votre jeu, ce n'est pas le vieux que vous voulez. Il vous embarrasserait fort. Vous ne l'auriez pas de 8 jours que vous le feriez interner dans un asile. Mais si, ne pince pas les lèvres comme ça, Amélie. Je te connais, va. Ce n'est pas ma faute si tu as épousé un homme qui gagne 700 francs par mois et qui doit changer de place tous les ans parce qu'il croit toujours en savoir plus que ses patrons. Quant à toi, ma pauvre Françoise, t'es tellement bête qu'on a envie, au lieu de te parler, de te tendre une poignée de foin. Eh bien, qu'est-ce qu'il dit, votre papa? Regardez-le, essayez de l'emmener. Il était terrorisé. Un enfant qu'un étranger essaie d'emmener, dans un jardin public, ne se retourne pas avec plus d'angoisse qu'il ne se tournait vers Tati. Pourtant, Amélie lui souriait de toutes ses dents, en hochant la tête, comme on fait pour apprivoiser un animal nouveau dans la maison. Écris-lui qu'il sera bien soigné, Désiré, et qu'il n'aura qu'à se promener toute la journée. Écris-lui aussi qu'il y a un assassin dans la maison, et qu'un jour ou l'autre il pourrait y passer. Et, se tournant vers Tati, « Car j'ai compris ton jeu, ce n'est pas un hasard si cet homme est ici. Un beau matin, tu obtiendras de papa, Dieu sait comment, qu'il te signe un papier. Alors, il sera urgent qu'il disparaisse avant qu'il ait pu revenir sur sa décision. Avoue que, du jour où tu es entré ici, alors que nous n'étions encore que des gamines, tu as décidé que c'est toi qui commanderais. Notre pauvre frère n'y a vu que du feu. Tu étais déjà vicieuse comme tout. Et je me demande parfois si ce n'est pas de cela qu'il est mort. Tu as écrit, Désiré? Il lui tendit un calepin noir sur lequel il avait placé quelques lignes. Écris encore que sa vie n'est pas en sûreté ici. Le vieux Couder aurait bien voulu s'en aller. Il avait vidé son verre d'eau-de-vie, et Amélie soupirait. Avec ça, elle lui donne de l'alcool, en sachant qu'il ne l'a jamais supporté, et que le docteur le lui défend. Lis, Couder, lançait Tati, qui semblait s'amuser, et qui était campée, les poings aux hanches, au milieu de la cuisine. Tu seras heureux chez eux, dans un logement de 3 pièces, au premier étage d'une maison grise. Et qui est-ce qui te fera l'amour, hein? Tati, s'écria Amélie, en se levant d'une détente. Comme si tu ne le savais pas. Comme si tu ne savais pas que ça a commencé du vivant de ton frère. Regardez-le, maintenant, tous, tant que vous êtes. Vous croyez qu'il a envie de partir avec vous? Il s'était levé et avait laissé tomber le calepin par terre. Il était allé s'asseoir au coin du feu pour être loin de toute atteinte. Tu profites de ce qu'il n'a pas toute sa raison. Mais tu n'as pas gagné la partie pour ça, je te préviens. Dans ces cas-là, on a toujours le droit de faire nommer un conseil de famille. Je sais ce que l'homme de loi m'a dit. Ce jour-là, elle regarda les murs autour d'elle, fit le geste de balayer la pièce. Tu seras jeté à la porte d'ici avec ton assassin. Elle frémissait, les lèvres tremblantes. Son regard tomba sur la fenêtre dorée par le soleil. Cela lui rappela sans doute quelque chose, car elle s'écria « Où est Hector? Désiré, va vite chercher Hector. Il est capable. » Tati souriait, d'un large sourire gras, et sa main tripotait le camé
épinglé à son corsage de soie noire, le même camé que sur le portrait de la belle-mère. « Tu ne veux vraiment pas prendre quelque chose pour te remettre ?» questionna-t-elle en saisissant la bouteille de cassis. Alors, soudain, Amélie eut un geste malheureux. Elle arracha la bouteille qui se brisa par terre. Tati, d'un réflexe, lui arracha son chapeau, qui tomba dans la flaque rouge et visqueuse. « Amélie! Tati !» glapit Françoise, folle de peur. « C'est heureux que je me retienne !» haleta Amélie en regardant Jean dans la crainte qu'il intervint. « Où est Désiré? Désiré! Désiré! Hector! Où êtes-vous tous les deux ?» Elle avait ouvert la porte. Le soleil pénétrait dans la cuisine et dessinait sur les carreaux rouges un large losange où voletait de la fine poussière. Amélie avait envie de pleurer. Françoise s'était levée. « Désiré! Hector! Je parie que le gamin est tombé dans le canal. » Ce qui lui donnait une raison pour sangloter. « Va-t'en aussi, ma vieille !» conseillait Tati en poussant doucement l'inerte Françoise devant elle. « Va retrouver ta garce de fille. Va !» Et elle referma la porte d'un coup de pied. « C'est la maison !» déclara-t-elle en revenant vers le milieu de la pièce et en s'adressant à Jean. « Ils en sont malades. L'idée qu'ils n'auront pas la maison à se partager. Mais qui est-ce qui doit s'appuyer, le vieux, hein? Est-ce que ce serait juste ?» Pour la première fois, elle regardait Couder avec une sorte de tendresse. À l'idée de perdre sa Tati et de ne plus s'amuser de temps en temps. Elle lui caressa la joue de la main, lui fit de petits yeux prometteurs. « Allons, cette fois-ci, tu l'auras bien gagné. » D'un mouvement de la tête, elle lui désignait l'escalier. Jean, qui, à cet instant, tournait le dos, eut cependant l'impression qu'elle faisait un geste obscène. Il regardait par la fenêtre. Amélie, sans chapeau, les cheveux défaits, s'expliquait avec véhémence et son mari prenait un air contrit. Le gamin, un soulier ruisselant d'eau, venait sans doute de recevoir une gifle, car il avait une joue rouge et il se frottait les yeux de ses mains sales. Amélie et Françoise s'embrassèrent longuement, comme on s'embrasse après les enterrements. Puis les trois de Saint-Amand se dirigèrent vers la grande route, où ils en avaient pour 1h30 à attendre l'autocar. Quand Jean se retourna, il n'y avait plus personne dans la cuisine. Il entendait des bruits au-dessus de sa tête et il préféra gagner la cour, où les poules se serraient à l'ombre de la charrette. Qu'est-ce qu'il y avait à faire, ce jour-là? Il tourna la roue du puits et se mit à arroser les salades.